Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et avant de revenir avec Corentin Périni sur cet assassinat d'un couple de policiers à Magnanville, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau membre dans l'équipe, Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour à tous. Et bienvenue dans l'équipe de Ligne Droite. Merci. Et alors Corentin Périni, pour votre chronique assassinat, ce matin vous vouliez nous parler donc non pas de violences policières, mais des violences sur les policiers, en commençant par nous parler de ce 3e jour de procès pour un suspect qui aurait été complice du meurtre de ce couple de policiers à Magnanville il y a 7 ans. Oui, c'était il y a 7 ans, le 13 juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider étaient assassinés dans leur pavillon de Magnanville. Alors Jessica Schneider, policière, rentre avec son fils de 3 ans chez elle. Elle est égorgée dans son salon en présence de son fils par un terroriste islamiste. Alors pendant quelques temps plus tard, c'est le père qui est poignardé à plusieurs reprises. Juste devant la porte de son perron. L'assassin en question, Larosi Abala, a été exécuté par le raid alors qu'il retenait depuis plusieurs heures en otage l'enfant du couple. Alors le petit garçon aujourd'hui il a 10 ans, il vit chez sa tante, il a déjà fait 3 tentatives de suicide, une histoire terrible, une sorte de 11 septembre pour les policiers, et c'était la première fois que des policiers étaient tués à leur domicile en dehors des heures de leur travail. Mais alors pourquoi se déroule en ce moment même un procès pour un crime dont l'assassin a été exécuté il y a 7 ans ? Parce que Baudouin, depuis le début de l'affaire, il y a des zones d'ombre. Larosi Abala a-t-il pu agir seul ? Des traces de l'ADN d'un certain Mohamed Lamine Aberouz ont été trouvées sur le repose-poignet de l'ordinateur du couple de policiers. Et Mohamed Lamine Aberouz n'a aucun lien avec le couple de policiers, mais il est connu des services de police. Il a été impliqué dans de nombreux projets d'attentats islamistes en région parisienne, notamment l'attentat raté aux bonbonnes de gaz de Notre-Dame de Paris. Mais c'est le témoignage de l'enfant qui interroge dans cette histoire. Je cite, l'enfant du couple assassiné pendant une séance de travail avec les psychologues a placé 2 petites figurines pour représenter les méchants, c'est-à-dire que c'est un élément assez fort pour dire qu'ils étaient 2, explique maître Thibault de Montbrial qui est avocat de la famille des victimes. Alors si Mohamed Lamine Aberouz est bien reconnu coupable de complicité d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, d'association de malfaiteurs terroristes criminels et de complicité de séquestration en relation avec une entreprise terroriste, il encourt à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour la police, il y a un avant et un après Magnanville. Il est toujours recommandé aux policiers, figurez-vous, de ne pas vivre dans leur circonscription et d'éviter les zones chaudes, c'est-à-dire les banlieues, qui cependant pourraient leur convenir en termes de prix du loyer compte tenu des faibles salaires des policiers. Mais dans l'affaire de Magnanville, toutes les mesures de sécurité étaient respectées. Depuis le 13 juin 2016, un policier n'est pas seulement en danger en service, mais aussi en dehors de son service. Aujourd'hui, on sait que depuis la vague d'attentats islamistes des années 2015 et 2016, tous les 2 mois, un projet d'attentat est démantelé. Et la police, sans en arriver jusqu'au meurtre, est plus que jamais victime de violences aujourd'hui. Oui, Baudouin, il n'y a pas un jour sans que la police subisse de plein fouet l'ensauvagement de notre pays. Alors vendredi, pour vous dire, un individu avec un python royal en pleine rue a blessé 5 policiers à Montpellier. Samedi, une voiture de police est prise à partie en marge des manifestations contre les violences policières. Le véhicule est encerclé par des antifas qui fracassent le véhicule à coups de barre de fer. Pour sauver sa vie et celle de ses collègues, un policier sort du véhicule et pointe son arme sur les manifestants. Dimanche dernier, la police est alertée par une menace d'attentat à la bombe lors du match PSG-OM. Et après une longue traque, l'homme de 29 ans est arrêté. Il est connu des services de police. Il est fiché S en tant qu'individu proche de la mouvance islamiste radicale d'Île-de-France, susceptible de commettre un attentat. Bref, tous les jours, les policiers ont leur lot de violence. Alors, ils ne sont toujours pas compris, notamment par une partie de la gauche. Oui, c'est le cas notamment de Sandrine Rousseau qui a condamné le policier qui a braqué son arme vers le bas, le doigt en dehors de la détente pour effrayer la dizaine d'antifas qui encerclaient son véhicule avec des barres de fer. Elle l'a qualifié de geste inadmissible. Elle s'est interrogée, comment se fait-il que cette voiture se soit retrouvée isolée ? Comme si le problème était les embouteillages à Paris, non. Et non le fait que des ordres d'antifa cassent un véhicule de police, véhicule qui n'était d'ailleurs
d'ailleurs pas pour eux, pas pour ces antifas, mais pour contrôler un point de deal dans le 18e arrondissement. Et je ne vous parlerai pas de la vidéo coupée, on le voit seulement le policier sortir son arme sans voir le déchaînement de violence sur la voiture au préalable. Et un des suspects, Michael G, 24 ans, est suspect de ces violences face aux 4 policiers. Un Michael de 24 ans que l'on sait suit une formation pour entrer dans une grande chaîne de fast-food, sûrement un militant anticapitaliste. Mais alors pourquoi une telle haine de la police ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger pourquoi des policiers se font tuer, pourquoi en plein procès sur l'affaire de l'assassinat du couple de Magnanville, en pleine manifestation contre les violences policières, un manifestant brandit une pancarte avec écrit « Une balle, un flic ». Qu'a-t-elle fait la police pour être tant détestée de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme ? Alors dans les banlieues, on le sait, la police trouble un ordre islamo-caïd régi par un libéralisme sans foi ni loi, où la drogue règle les problèmes économiques et l'islam les problèmes des mœurs. La police n'a pas sa place dans cet ordre. Alors pour Sandrine Rousseau et la gauche, la police empêche cette population de s'épanouir, de s'intégrer à cause des contrôles arbitraires et les soi-disant violences policières. Elle hérite aussi d'une tradition anarchique où le flic crée de la violence, alors que sans elle, le monde serait plus pacifique. L'homme naît naturellement bon, nous dit Rousseau, le philosophe, on s'entend bien. Et pendant ce temps-là, la police rapporte tous les jours la récolte du discours laxiste de la gauche depuis 40 ans. Peggy nous le rappelle, l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Un monde sans policiers nous rendrait-il vraiment libres ? Eh ben moi je ne pense pas. Merci beaucoup Corentin Pierini pour votre chronique. Une réaction peut-être de l'équipe, mais avant je tenais à souligner que le fait que ce policier sorte son arme est tout à fait légal, ça s'appelle juste une sommation. Ouais. Par contre il faut s'il ouvre le feu là il devra en répondre, ouais. Mais c'est une sommation quand ils sont en situation, même lors d'une interpellation, c'est tout à fait légal, donc Sandrine Rousseau est à côté de la plaque à ce niveau-là. Et je rappelle aussi qu'en 2016 il y a une voiture qui avait été brûlée lors d'une manifestation, des images qui avaient fait le tour du monde, des images qui avaient fait le tour du monde. Viry-Châtillon, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, vous parlez de Viry-Châtillon, ou des émeutes sur les quais de Seine. Oui, c'était en 2016, je sais plus. D'ailleurs, il avait eu la Légion d'honneur. Il y a un policier qui était sorti, qui n'avait pas sorti son arme pour le coup, qui était sorti de son véhicule, qui était sorti de son véhicule à main nue, et qui s'était défendu face à un antifa. Mais l'image est impressionnante, c'est-à-dire qu'il tape à la barre de fer, il y a un trou, il y a une vitre qui explose et ils arrivent à mettre un cocktail Molotov qui enflamme la voiture de police. Oui, ça c'était à l'époque aussi. Et vous vous rappelez à juste titre ce policier qui se défendait les bras en croix face à un black bloc qui lui mettait des coups absolument furieux avec un genre de manche en aluminium qui se brisait sur les bras du policier. Donc il résistait bien. Là simplement on passe... Après avoir vécu ça, la police maintenant sort son arme pour rappeler que si on porte directement atteinte aux forces de l'ordre, il peut y avoir une réponse. On espère que ça finira pas avec des coups de feu, mais malheureusement c'était inévitable un jour que quelqu'un sorte son arme, mais c'est dans leur droit. Non, mais dans ce cas-là précis, là ils étaient complètement acculés et ils étaient piégés. Et un mouvement de foule avec des barres de fer et complètement incontrôlable peut amener à des drames très rapidement. Donc c'était pour le coup très légitime. Mais vous le disiez, Corentin, c'est vrai que les policiers aujourd'hui sont surexploités autant pour les manifestations, pour régler le problème de cette délinquance qui ne cesse pas d'exploser. Et c'est un véritable travail moral qu'ils ont à faire, puisqu'ils sont à la fois traqués au niveau de la délinquance, mais aussi au niveau politique. Ils sont sans arrêt pointés du doigt par une certaine classe politique. Et c'est vrai que humainement, c'est un des métiers les plus compliqués actuellement, c'est clair. Et surtout qu'ils ont l'impression, je ne sais pas si vous avez vu le film Bac Nord, notamment avec Gilles Lelouch et puis avec François Civil et Adèle Adropoulos. Je sais jamais dire son nom. Sarskopoulos, un truc comme ça. Et c'est terrible, mais il y a un moment, il y a un policier, donc Gilles Lelouch, qui dit plus je fais ce métier, moins je comprends pourquoi je le fais. Et il y a beaucoup de policiers qui témoignent de ça, c'est-à-dire qui expliquent plus je fais ce métier et en réalité les délinquants ne sont pas mis en prison, les juges sont plutôt laxistes donc les laissent en liberté et ils se disent on arrête un petit gars, un petit malfrat pour trafic de drogue et puis un mois après on le retrouve, il nous dit salut et voilà, donc c'est une histoire sans fin. Et le problème, c'est que ça accélère la violence et l'ensauvagement du pays, quoi. Oui.
Et je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez redonner, Corentin Perini, le contexte donc, de cette échauffourée entre forces de l'ordre et Black Bloc, parce que alors c'est une manifestation contre les violences policières et puis contre qui se prend un objet dans la tête tout au début de la scène, il me semble. Oui, alors il y a je crois qu'il y a un policier qui s'est pris un jet de projectile, ouais, tout à fait. Ils regagnent leur véhicule petit à petit sous des. Ouais. Alors je crois qu'il y a deux histoires parce que là ce que j'ai compris de la voiture en question, c'est qu'elle n'était pas là pour la manifestation, elle était là pour un point de deal dans le 18e. Exactement. Et elle passait par là et vraiment pas de chance entre guillemets, elle passe par là, donc évidemment il y a des boitage de toutes tous les problèmes, tous ces problèmes plus les embouteillages d'Hidalgo. Elle est prise, enfin elle est bloquée parce que je crois que c'est une voiture de patrouille, tout simplement, qu'elle est peut-être effectivement sur une intervention que vous décrivez, mais en plus de ça, il y a les rues à Paris maintenant, il n'y a plus qu'une file en plus dans beaucoup d'endroits, et là c'est vrai qu'elle se retrouve bloquée entre une voiture, le couloir de bus, il y a un scooter aussi, il y a beaucoup, ils peuvent plus s'échapper, les gars arrivent derrière avec l'affaire maintenant. En plus ils disent butez-les, un truc comme ça. On était dans un esprit très particulier. Puis ça dure une demi-seconde, quoi. Enfin, c'est-à-dire que donc il est sorti, le flingue donc vers le bas, mais rien que ça, d'avoir ce réflexe-là, ça doit être terrible, quoi. Mais donc c'est pour dire que en fait les policiers sont à l'avant-garde et en première ligne de tout cet ensauvagement, et que c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont l'impression de ne pas être compris par une classe politique plutôt de gauche qui préfère se fermer les yeux, mais aussi de tous ces juges qui sont laxistes et qui en fait veulent protéger ces petits délinquants et ces petits malfrats, quoi. Après peut-être sur l'augmentation des violences vers la police, parce que il y a toujours eu toute une frange de la population le morovage, tout ça c'est pas très récent, déjà dans les années 70, même avant on entendait parler de ça, mais je crois qu'en plus les mouvements sociaux qui ont eu lieu et les frustrations qu'il y a eu du côté de la population ont certainement nourri ce genre de haine contre la police, notamment les gilets jaunes avec tous les cas de mutilés, des borgnés, de tout ce que vous voulez. Ça a forcément été un facteur d'aggravation de respect de la police. Moi, je suis assez convaincu que ces choses-là, les politiques ont une grosse responsabilité dans cette haine de la police. Et après, quand on parle de haine de la police, tous ceux qui disent on déteste la police, j'imagine qu'ils ne parlent que de la police CRS, BAC Nord, ceux qui sont vraiment au contact, qui risquent de blesser ou de tuer. Pas évidemment la gentille police secours qui vient faire des enquêtes pour retrouver des ordures ou faire la circulation. Oui, mais le problème c'est qu'ils mettent dans le même panier tout le monde. Donc bien sûr, mais l'inverse c'est vrai aussi. De toute façon, dès qu'on généralise, en généralement, on dit une connerie. Non, mais c'est vrai que pendant les gilets jaunes et le Covid notamment, c'est deux événements qui ont créé une espèce de fracture avec la police. Quand on a vu ces images de violences policières, pour le coup. En fait, on a eu l'impression qu'ils travaillaient pour le gouvernement. Oui, voilà, c'est utilisé à mauvais escient et à mauvais escient et contre les honnêtes gens. Mais malgré ça, quand on fait des sondages, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de soutien populaire vis-à-vis de la police. On atteint des chiffres jusqu'à 80%. Donc c'est quand même il y a quand même un soutien qui reste massif malgré tout. Mais surtout c'est un peu drôle de dire ACAB un flic une balle, justice sociale. ACAB explique peut-être. Oui, ACAB on en a parlé tout à l'heure, mais en effet parce que chez Utopia 56 leur module de recrutement s'appelle ACAB. C'est assez original. Et ça veut dire all cops are bastards, tous les policiers sont des bâtards. Mais en fait, si demain cette idéologie arrive au pouvoir, évidemment qu'il va y avoir une police. Quand il va falloir forcer le partage des richesses dont parle Jean-Luc Mélenchon ou menu politique, la police n'est que le bras armé du pouvoir politique. Donc de toute façon, il leur faudra une police et donc bon. Oui, c'est vrai. Si Mélenchon arrive au pouvoir, comment il fait? Alors après, des gens comme Mélenchon disent pas qu'il faut plus de police. Eux, ils contestent la doctrine de la police et ils voient les choses autrement. Après, les approches plus radicales en tout cas. Il faut avouer que la fracture là pour le coup est totale entre la police et la France Insoumise notamment. Je ne vois pas comment ça pourrait se passer pacifiquement. Il y a une déconnexion sur le réel, sur le terrain. Il y a une haine absolue des flics vis-à-vis de la France Insoumise. C'est assez criant, mais ils le disent de toute façon dans les médias. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce que c'est derrière la France Insoumise, derrière la NUPES, il y a quand même tous ces antifas, tous ces manifestants violents, etc., qui peuvent, puis ça leur retombe dessus directement, parfois physiquement. Donc ils font un lien, parfois qui est assez clair.
Et voilà, ça a pas l'air de se calmer du tout. Ça s'aggrave au fur et à mesure des manifestations. Et ils en ont marre là-dessus. Ils en ont marre. Après, le problème, c'est comment on sort de ce genre de situation d'un côté comme de l'autre. C'est chacun doit faire un pas en arrière en disant bon, il y a un problème. Il faut peut-être que la police reconnaisse qu'il peut y avoir des brebis galeuses dans ses rangs. Et aussi tous les violents, les factieux, comme les appellent les macronistes. Les sauvageons. Les sauvageons, voilà. Se disent bon, c'est peut-être pas un modèle de société non plus de pas supporter le moindre uniforme, que ce soit d'ailleurs au-delà de la police, les pompiers ou n'importe qui. Oui. Et est-ce qu'on peut peut-être revenir, Corentin Périni, sur cet enfant, en fait, l'orphelin, donc pour revenir à l'attentat de Magnanville, cette tuerie dans la nuit. Donc ces deux malheureux parents, deux malheureux policiers laissent derrière eux un enfant de 10 ans qui, vous le disiez, a tenté de se suicider 3 fois. Ouais. C'est quoi sa vie aujourd'hui ? Vous en savez un peu plus ? J'en sais pas plus. Je sais qu'il vit chez sa tante. Lui, il a pas de frères et sœurs. Il a pas de frères et sœurs, donc il était enfant unique. Il vit chez sa tante et donc il a connu à la fois, donc il a vu sa mère donc se faire égorger dans le salon, donc parce qu'il était présent. Son père, lui, était assassiné donc à l'extérieur. Enfin, son père est rentré dans le perron, il l'attendait derrière la porte et là il l'a assassiné. Et après, il a été pendant plusieurs heures avec le terroriste en question dans la chambre du haut. Et il y a le raid qui essayait donc de récupérer, évidemment, qui a exécuté. Il était en otage. Il était en otage. Donc il a connu tout ça. Donc c'est une nuit pour lui du 13 juin 2016 qui est un cauchemar malgré son jeune absolu. âge, puisque 3 ans, c'est. Oui, 3 ans, mais il a compris ce qui se passait. Ouais. Il a compris ce qui se passait. Donc ça, c'est évidemment terrible. Et puis voilà, 3 tentatives de suicide à 10 ans. Et il me semble qu'il a été nommé pupille de la nation et qu'évidemment minimum, tout est pris. Oui, voilà. Et donc c'est lui, pendant le témoignage, il a expliqué qu'il y a eu 2 personnes. Alors il y a toute la question, est-ce qu'il a bien vu ? Il avait 3 ans, est-ce qu'il y a le traumatisme, tout ça. Donc, mais c'est cohérent dans le fait. Alors la mère est tuée dans son sommeil. Donc à la rigueur, ça. Non, la mère, elle rentrait avec l'enfant et lui, il l'attendait dans le salon. Il l'a égorgé dans le salon. D'accord, mais il y a peut-être eu une complicité. Mais après, il y a une complicité parce qu'il y a une histoire. Alors voilà, comme j'ai pas tout dit parce qu'évidemment on ne sait pas encore, mais l'autre est accusé notamment d'avoir envoyé le message en disant que c'était un attentat islamiste avec notamment l'ordinateur des parents. Et moi, il y a quelque chose qui me fait froid dans le dos, c'est que ça fait penser aux assassinats d'Israéliens dans les colonies. Alors, bon, ce sont des colons, mais qui sont assassinés dans leur sommeil avec femmes et enfants. C'est atroce. Ouais. C'est la fin de cette zone libre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de Ligne Droite. On se retrouve demain pour une autre zone libre à la même heure. Merci à vous, Corentin Périni.